Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin pour nous écouter. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter succinctement à peu près une quinzaine d'années de recherche qui ont conduit à la publication par les Archives nationales avec le soutien du service interministériel des Archives de France, et en particulier vous, Gilles, dont je tiens encore une fois à vous remercier de votre aide. Donc le guide de recherche sur l'histoire de la photographie, prénommé de l'image fixe à l'image animée. Donc mon propos sera le suivant. Je vais essayer de vous expliquer comment ce travail a été effectué, et quelle en a été la méthodologie, et quels ont été principalement les documents qui m'ont servi à établir dans un premier temps une liste de photographes. Voilà, donc la première grande difficulté de ce travail a été d'établir une liste de photographes au XIXe siècle. Alors, les origines premières de ce travail ont été de deux ordres. Vous savez que les hasards de la vie m'ont fait naître arrière-petit-neveu des Frères Lumière, et également les hasards des concours administratifs, secrétaire de documentation aux Archives nationales. Donc le mariage de ces deux choses m'ont fait très jeune et très vite intéressé à l'histoire de la photographie, et en particulier bien sûr à l'histoire de ma famille, et au-delà de cette histoire familiale, à l'histoire en général des photographes. Et j'ai remarqué très vite que l'on connaissait très bien la production photographique de ces artistes, mais très mal leur vie. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être au Minutier Central et de pouvoir être proche des documents premiers qui permettent justement de recréer, de mieux connaître leur vie, c'est-à-dire leur vie familiale, leurs origines, tout ce qui est du domaine économique et social. Donc dans un premier temps, il a fallu que je fasse des recherches pour avoir une liste de photographes. En 1878, Davan, pour l'exposition universelle, expliquait dans son propos sur dans un ouvrage qui expliquait la classe 9, je crois, consacrée à la photo, qu'il y avait plus de 17 000 personnes qui vivaient de la photographie en France. Je pense que ce chiffre était bien en deçà. Et le premier ouvrage qui m'a été utile, c'est l'ouvrage de Jean-Marie Voignier, qui est donc un recensement de photographes en France, et en particulier parisiens. Je signale évidemment que le Minutier Central des Notaires de Paris concerne essentiellement des photographes parisiens. Donc cet ouvrage a été la base de ce travail qui m'a permis, donc, comme vous le voyez, d'avoir les noms et adresses de ces artistes. Dans un second temps, donc, vous voyez, cet ouvrage était particulièrement utile puisque les adresses me permettaient également donc de retrouver ces personnages classés par ordre alphabétique. Un autre ouvrage, publié également avant 1998, mon travail a commencé en 1998, a été le catalogue des expositions organisées par la SFP. C'est une reprise donc des premiers catalogues de la SFP à partir de 1850 jusque dans les années 1880-90, dans lequel apparaissent les noms des photographes qui ont participé à cette exposition, comme vous le voyez ici par exemple Adam Salomon. J'ai tout de suite remarqué que ces personnages n'étaient pas seulement que des photographes, mais aussi des opticiens, des fabricants de matériel, des chimistes, des physiciens ou des propriétaires terriens avec un apport financier très important. Donc j'ai collectionné tous ces noms, tous ces patronymes, dont on connaissait fort peu de choses, pour essayer donc de les retrouver aux archives, et en particulier au Minutier Central. Un autre ouvrage également très utile était l'index des biographiques de l'Académie des sciences. Donc plusieurs sources, vous voyez, de l'Académie des sciences, la SFP, également la société l'INPI, m'ont été extrêmement importants pour moi. Par rapport ici, vous voyez, par exemple, cet ouvrage propose à la fois les dates et lieux de naissance des personnages. C'était une des données principales à trouver. D'autres ouvrages, comme des dictionnaires publiés à la fin du XXe siècle,
comme le Dictionnaire mondial de la photographie, le Larousse, qui comportait également beaucoup de noms de photographes du XXe siècle, mais aussi du XIXe siècle, ou également le dictionnaire de Michel et Michel Auer. Donc ces ouvrages m'ont permis donc ces dictionnaires ont été une première base. Une autre base était également les catalogues d'exposition. Ici, le catalogue sur les daguerréotypes du musée Carnavalet, vous voyez, où l'index des personnages cités m'ont permis également de croiser à nouveau d'autres noms. Également des ouvrages d'exposition de l'ABN. Également, donc, toujours, vous voyez, ce même principe, donc, d'accumuler les noms de ces personnages, ou également, plus tardivement, des catalogues d'exposition ou de vente de photographies au travers, par exemple, d'un personnage comme Jules Antoine, qui n'est pas photographe, mais qui a été un des premiers, vous voyez sur cette photo, c'est une des rares photos de Van Gogh. Également des articles réalisés ici par Hervé Robert, qui est un juge, mais qui également est un passionné d'histoire et un des piliers de nos chers clients aux Archives nationales. Donc, qui lui a écrit un ouvrage sur Gaudin, ou d'autres ouvrages disponibles sur Gallica, par exemple ce personnage Charles Bride, mort à l'âge de 27 ans, et qui a été était un des précurseurs de la vulgarisation de documents photographiques, et également donc l'ouvrage de François Beaujolly présent, qui va nous expliquer tout ça, son travail. Aux Archives nationales, vous voyez une photographie de Soubise prise au début du XXe siècle, et en particulier au minutier central. Le minutier central, en deux, trois mots, c'est un peu plus de 22 millions d'actes. Et si on mettait tous les cartons des Archives nationales du minutier central les uns à côté des autres, on irait de Paris à Versailles. Donc, vous voyez, nous avons de quoi nous occuper encore quelques années, puisque ce fonds augmente toujours, puisque nous recevons chaque année les archives entre 1900 et 1939, des 122 études parisiennes. Voilà, donc nous avons le premier document qui m'a été extrêmement utile, et je dois dire que c'est ce qui m'a tout compte fait décider à entreprendre ce travail que je n'imaginais pas titanesque, mais qui l'a tout compte fait étaient des registres d'enregistrement de contrats de mariage qui se trouvaient au minutier, et que j'ai un peu exhumé des dossiers de clients qui se trouvaient dans des lieux pas facilement accessibles, mais j'ai une manie, j'aime bien visiter les lieux où je suis un peu comme un chat, je fais mon tour. Donc quand je suis revenu au minutier central, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller justement dans les endroits où on allait peu ou pas. Et j'ai retrouvé donc des registres d'enregistrement de contrats de mariage qui consistent au début du XIXe siècle, qui obligeait les notaires à déclarer les contrats de mariage d'au moins un commerçant à la chambre des notaires. Et dans ce registre, donc ces registres de contrats de mariage, vous voyez, sont extrêmement importants pour cette recherche, parce qu'ils donnent le nom du notaire, où a été passé le contrat, les personnes, et surtout le métier et l'adresse. Donc ces registres m'ont permis de retrouver plus de 300 photographes totalement inconnus, parce que les premières listes dont je vous ai parlé, évidemment, parlaient de gens plutôt connus, voire très connus. Le problème était de retrouver les inconnus. Et ces registres de contrats de mariage ont été donc les premiers documents qui m'ont permis de retrouver, par exemple, Eugène Veillat, qui est donc un opticien, mais qui, comme l'indique ce registre, là c'est une mention très rare, puisqu'il est aussi artiste daguerréotypeur. Donc ce document ces registres ont été extrêmement importants, et donc nous retrouvons, grâce à ces registres, le contrat de mariage de ce personnage, qui indique entre autres la valeur de son atelier et son matériel. Vous voyez d'autres registres qui indiquent là, par exemple, un autre personnage, Michaud, photographe,
photographe parfaitement inconnu des listes et du public, mais qui, grâce à ce document, a été retrouvé. Ça donc, vous êtes donc au minutier central dans les registres de contrats de mariage. D'autres archives notariales conservées dans les études, ce sont des registres de comptes. Ces registres de comptes sont assez rares, mais concernent l'étude 48. L'étude 48 est une étude très intéressante parce qu'elle est essentiellement liée, par sa clientèle, à des industriels dès le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle et après. Et là, j'ai pu retrouver, grâce à ces registres de comptes classés par ordre alphabétique de clients, donc je n'avais pas beaucoup de mal à aller à T comme Tournachon, et au miracle, retrouver notre fameux Nadar, avec donc des documents qui m'ont permis de retrouver un cahier des charges par le fort, la vente d'un de ses ateliers, dans lequel est indiqué, dans ce cahier des charges, le détail de son matériel ou pardonnez-moi, je dis très mal avec mes lunettes, de son salon. Un autre document lié aussi, non pas à un photographe, mais là à un autre type de recherche, plus tordu si je puis dire. Il s'agit de la famille de Thérèse de Morel-Vindé. Alors pourquoi cette famille ? Cette famille est propriétaire de nombreux immeubles sur les grands boulevards, dont un immeuble célèbre pour les historiens de la photographie, du 8 boulevard des Italiens. Et grâce à cette fiche, j'ai pu retrouver le bail, et au travers de ce bail, d'autres renseignements qui m'ont permis donc de retrouver, pour Eugène Disdéry, eh bien, le détail dans un acte un plan avec le détail de son salon et là, ici, même, les bouches de chauffage de cet atelier. Donc, vous voyez quand même, c'est un document qui date, je crois, des années 1860. Et donc, grâce à cet acte, donc, nous avons pu retrouver, là, nous avons une vue du 8 boulevard des Italiens avant destruction en 1920 pour le percement de l'avenue du boulevard Haussmann. Et donc, voici donc un autre type de document qui ne sont plus là des notes, mais des tables alphabétiques de clients sur lesquelles le notaire notait les dates de ses actes. Nous avons ici Alési, qui est un marchand de photos, qui est un artiste, et qui a eu la bonne idée d'habiter dans un joli quartier, Place Pigalle, mais qui en plus, je souris parce que nous avons quelqu'un dans la salle qui habite à proximité. Notre brave Alési a eu une très jolie idée en 1900, à l'Expo universelle. Il a créé le Maéorama, j'aurais toujours du mal à dire ça, qui consistait à mettre les gens dans une sorte de bateau en bois qui ne naviguait pas, mais qui bougeait. Et derrière, on faisait passer des paysages qui allaient de Marseille à Istanbul. Ça s'appelait le Maéorama, et donc ces registres de clients m'ont permis donc de retrouver le seul acte, un des rares actes sur cette famille. Voilà donc un autre personnage. Nous retrouvons notre Jeanne Veilla, également donc dans ces registres d'une autre étude, donc qui ont permis de retrouver donc des actes différents dans des études nouvelles. Ici, un autre photographe à l'époque parfaitement inconnu qui s'appelle Boken, et dont, vous voyez, vous avez une décharge de mandat avec les dates qui se trouvent là en haut à droite. Voici un autre document, pardon, j'y allais un peu trop vite, qui est Bénard, dit Bénaron, avec un autre photographe qui est Blanc, Germain Blanc. Ces deux personnages vont avoir un studio rue de Bussy, et cette table alphabétique de clients m'ont permis de retrouver, donc par leur adresse, toute une série d'actes de vente du même atelier qui a permis, dans le guide de recherche sur l'histoire de la photographie, de faire une annexe spécifique d'atelier par adresse, ce qui me semblait être opportun par rapport à des adresses célèbres. Donc bien sûr, toutes les adresses n'y sont pas, mais enfin les principales
par ce biais, permettent aujourd'hui de savoir les successeurs d'ateliers qui, parfois, dans certains immeubles, il y avait 2 ateliers de photographie dans un seul immeuble, donc c'est un peu difficile, si je puis dire, de séparer le blanc des jaunes. Voici donc le dernier document des archives, un des derniers qui permettent de retrouver traces d'actes notariés, qui est le plus important, c'est pour ça que je termine par lui. Il s'agit des répertoires chronologiques des actes notariés. Le notaire a pour mission et devoir de noter quotidiennement les actes qu'il produit dans son étude. Donc ce sont des répertoires chronologiques et chacun de ces répertoires permet de retrouver des mentions d'actes notariés. Donc ici nous avons le contrat de mariage d'Édouard Baldus. Et donc au travers donc, de ce contrat de mariage que voici, quelques pages, donc nous avons sa parenté et également, chose très importante dans le contrat de mariage, la valeur de son atelier. Et donc c'est une sorte de photographie des biens que possède ce photographe au travers voilà. Nous avons maintenant le grès. Alors parfois il est difficile aussi de donner des informations, donc il est parfois indispensable de chercher directement dans les cartons. C'est le cas du contrat de mariage, de la vente de l'atelier de Gustave Legray, que j'ai pu retrouver seulement en fouillant vraiment dans les cartons de plusieurs études, à une date précise. Un document important aussi est le journal des petites affiches sur lequel est indiqué le nom du notaire. Vous voyez, ici nous avons ce qui concerne cet atelier avec le nom de l'artiste. Et d'autres documents du minutier qui permet également d'avoir des renseignements, ce sont des factures en tête. Aux Archives nationales, à Pierrefitte, nous avons des dossiers complémentaires qui m'ont permis de retrouver certains personnages, comme Maret, par exemple, dans les dossiers de Légion d'honneur, ou dans les dossiers de présentation à la Légion d'honneur. Par exemple, le dossier d'Auguste Lumière, qui détaille à la fois les motifs de la présentation et également donc, la situation des personnels faits aux usines Lumière. Donc ces dossiers F12 du ministère du Commerce ont été également extrêmement importants. Nous avons aussi toute une collection de photographies liées à ces artistes dans F12. D'autres documents, également à Pierrefitte, conservés aujourd'hui à Pierrefitte, sont les dossiers de palmes académiques qui aussi également permettent de retrouver ces personnages. À l'Académie des sciences également, beaucoup de documents sur la photographie. Voici les documents déposés par Hippolyte Bayard sur son procédé, et beaucoup de sources également aux archives de Paris, dont les dossiers de faillite. Voici le dossier de Bertal, sur lequel ces dossiers m'ont permis donc de faire une annexe également dans le guide de recherche sur l'histoire de la photographie, après plus de 300 dossiers de faillite conservés aux archives départementales de Paris. Voici un autre dossier des frères Bisson. Et comme vous voyez en bas à gauche, nous avons le nom du notaire avec la date de l'acte, le Phébure de Saint-Maur, qui permet donc de retrouver le cahier des charges de la vente de cet atelier avec, entre autres, ce qui est très souvent le cas, une affiche d'adjudication liée au travail. Au travers de ces recherches, j'ai pu mettre au jour toute une liste de syndics de faillite qui permettent de retrouver dans les études leurs activités. Voici Bercht au travers des successions. La succession est une chose extrêmement importante. Nous avons des fiches qui sont liées à ces successions. Et dans ces fiches sont notées, vous voyez ici, des références de documents qui se trouvent dans les archives, que voici par exemple pour un autre photographe, qui indique le nom du notaire. Et au travers de ce notaire, nous avons des inventaires après décès. Par exemple celui de Bilordo, qui donc détaille où il est mort, la valeur vraiment de son atelier, de la succession qui a été dressée avec le détail donc de son entreprise. Donc tous ces documents
permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure vue, une vue plus claire donc de ces personnages dont nous connaissions à peu près la vie, je pense, entre 100 et 150, et qui aujourd'hui représentent dans le guide de recherche plus de 2200 noms qui permettent d'avoir des travaux à réaliser, de futurs travaux à la fois sur des techniques, des matériels, des époques, des quartiers également. Donc voilà, j'ai voulu offrir au public la possibilité d'avoir un instrument de recherche qui permette d'élaborer de nouvelles recherches et en croisant à la fois les époques, les personnages et les gens. Et je remercie encore une fois Claire Béchu, entre autres, et Marie-Ève Bouillon qui ont beaucoup œuvré, ainsi que Marie-Françoise Imont-Bonnet qui est là également, qui m'ont permis de publier ce travail. Et à vous aussi, Gilles, merci encore de m'avoir permis cette publication. Merci à tous. Merci.